Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Alors, en premier lieu, je remercie les gens qui sont venus, je remercie l'Université réelle de m'avoir invité, je remercie les gens qui sont à la technique aussi. Alors effectivement, donc, l'impasse de la gauche radicale espagnole. La gauche radicale espagnole, alors gauche radicale entre guillemets, on verra pourquoi au fil de la conférence, c'était une thématique que l'un des administrateurs, si je puis dire, de l'Université réelle m'avait demandé d'aborder pour ma première conférence. Ici donc, et j'avais refusé à l'époque. D'une part parce que j'avais pas très envie de parler de ce sujet-là à ce moment-là, mais surtout parce que j'étais encore en train de réfléchir à cette thématique et ma réflexion n'était pas tout à fait aboutie. Et là j'ai le sentiment qu'elle est un peu plus aboutie. Je dis pas que tout est là, mais j'ai le sentiment d'avoir mieux progressé sur ce sujet, d'avoir mieux compris le phénomène. Et donc je pense que c'était plus pertinent d'en parler maintenant. Alors, ce qui est toujours amusant, ce qui fait souvent sourire les gens quand je parle d'un sujet comme ça, de n'importe quel sujet d'ailleurs, c'est que j'aime bien définir les termes. Ça c'est un petit peu une déformation professionnelle. Hein. J'ai suivi des études pour ne rien nommer, j'ai été à l'école normale supérieure, et donc on aime bien, dissertation, il faut définir les thèmes en introduction, etc. Alors je ne vais pas me lancer dans une grande définition philosophique, hein, c'est pas l'objet de la conférence, mais on peut se demander quand même qu'est-ce que c'est que la gauche radicale espagnole, gauche radicale entre guillemets, j'insiste, qu'évoque le titre de ma conférence, et puis aussi dont parlent les médias, à la fois en Espagne, mais aussi en France et dans d'autres pays, parce que finalement c'est l'étiquette gauche radicale qui revient le plus souvent, plutôt qu'extrême gauche d'ailleurs. Alors je veux tout de suite signaler en fait une première difficulté dans la définition de la gauche radicale espagnole, c'est que l'expression gauche radicale, et notamment l'adjectif radical, ne me plaît pas. Je ne le trouve pas adapté du tout. Je l'utilise en fait faute de mieux et surtout parce que c'est l'étiquette la plus couramment employée. Mais l'adjectif radical ne me plaît pas, j'ai rien trouvé de plus percutant véritablement, peut-être qu'à terme je trouverai quelque chose. Alors pourquoi l'adjectif radical ne me plaît pas? Parce que quelque chose ou quelqu'un qui est radical, un parti qui est radical ou une personne qui est radicale, c'est quelqu'un qui va à la racine des problèmes étymologiquement. Et je pense qu'en réalité, Podemos est très loin, enfin, la gauche radicale, ça y est, j'ai déjà vendu la mèche, mais bon, la gauche radicale espagnole est très loin d'aller à la racine des problèmes espagnols, et je pense qu'au contraire, elle ne fait qu'entretenir ces problèmes. Alors donc j'emploierai tout au long de la conférence cet adjectif radical, mais il faut bien avoir cette objection à l'esprit. Et même dans gauche radicale, j'ai presque envie de dire que gauche n'est pas toujours adaptée. Il y a toute une série de domaines, notamment l'économie, mais aussi la vision territoriale de l'Espagne, la vision du rapport entre les régions en Espagne, qui à mon avis ne ressortent pas de la gauche, mais beaucoup plus de la droite en fait, et même du droite dur. On essaiera de voir ça un petit peu au cours de la conférence. Alors une fois que j'ai dit ça, on va essayer d'aller vers du concret. Quand on dit gauche radicale, j'ai plus ou moins vendu la mèche, mais enfin vous connaissez de toute façon tous le nom du parti. Quand on dit gauche radicale espagnole, on pense spontanément à Podemos, qui est effectivement le gros du morceau. C'est le parti Podemos qui représente aujourd'hui l'essentiel de ce que c'est que la gauche radicale en Espagne, d'un point de vue électoral, d'un point de vue médiatique, d'un point de vue d'impact sociologique. Alors juste quelques petites données pour vous remettre les choses en tête. Les dernières élections générales espagnoles, donc pour le Parlement national, se sont déroulées le 26 juin 2016. Et à l'occasion de ces élections générales, la coalition Unidos Podemos, dont Podemos en fait est l'essentiel, a rassemblé 21,15% des suffrages exprimés. Donc c'est un parti qui est un parti important, qui emporte un peu plus d'1/5 des votants. Donc c'est vraiment en réalité le très gros de la gauche radicale espagnole. Ça fait un peu plus de 5 millions de voix sur un total pour ces élections de 24,2 millions de votants. Pour vous donner une idée, ça fait à peu près 66,5% de participation, ce qui est plus bas qu'à d'autres élections, enfin c'est toujours plus élevé qu'en France. Alors concrètement au Parlement, ça donne quoi cette affaire? La chambre basse du Parlement espagnol, qui s'appelle Congrès des députés, il y a 350 sièges en tout, donc il faut 176 sièges pour avoir la majorité absolue. Et donc à la chambre basse, la coalition Unidos Podemos, dont Podemos représente l'essentiel, a 71 députés, 71 sur 350.
Et au Sénat, sur les 266 sénateurs espagnols, Unidos Podemos en a 16. Le mode de scrutin est un peu différent pour les deux, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce qui explique qu'il y ait proportionnellement plus de députés que de sénateurs de la gauche radicale et de Podemos en particulier. Alors, il faut aussi, en Espagne c'est obligatoire, évoquer le poids de Podemos dans les régions et les mairies. Parce que les communautés autonomes espagnoles ont un poids et des compétences considérables, et détenir des communautés autonomes ou participer au gouvernement de communautés autonomes ou soutenir un gouvernement de communauté autonome, c'est beaucoup plus important que détenir une région en France. À terme, peut-être que détenir une région en France deviendra important, ça je ne sais pas, mais en Espagne c'est déjà le cas. Alors, Podemos ne gouverne en propre aucune communauté autonome espagnole. Par contre, le parti a soutenu dès qu'il l'a pu le Parti socialiste ouvrier espagnol, l'équivalent de notre PS français, il l'a soutenu dès qu'il l'a pu, soit pour que le PS conserve les régions qu'il avait déjà, soit pour qu'il récupère des régions qu'il avait perdues aux précédentes élections qui avaient supposé un raz-de-marée pour le Parti populaire. Donc par exemple, le PS gouverne en propre un certain nombre de régions, mais toujours avec le soutien de Podemos. C'est le cas par exemple des Baléares, c'est le cas de l'Aragon, c'est le cas des Asturies sur la côte atlantique, c'est le cas de la région de Valence, c'est le cas de l'Estrémadure dans le centre-sud du pays, c'est le cas de la Castille-La-Manche. Toutes ces régions-là, en fait, sont présidées et dirigées par le Parti socialiste, mais avec un programme qui a largement été avalisé par Podemos et qui, de toute façon, n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien parlementaire de Podemos. Par contre, Podemos et ses alliés gouvernent en propre un certain nombre de mairies en Espagne, et les mairies en Espagne ont aussi beaucoup d'attributions, plus qu'en France, et pas des moindres. Madrid, Barcelone, Valence, rien que les 3 premières villes du pays, Saragosse, qui est comme la 5e ville du pays, ensuite il y a Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est un peu plus modeste, et puis tout un ensemble d'autres communes plus modestes, mais il y a déjà 4 des 5 premières communes espagnoles. Donc, c'est véritablement, Podemos, c'est quand même véritablement le gros de la gauche radicale espagnole. Cela dit, je pense qu'il serait réducteur et abusif de dire que gauche radicale espagnole égale Podemos. Podemos représente la majeure partie de cette gauche radicale, mais il ne peut pas la résumer à lui tout seul. Je vous ai dit qu'au Parlement et au Sénat, Podemos entre au sein d'une coalition qui s'appelle Unidos Podemos, littéralement unis nous pouvons. Nous pouvons faire quoi, je ne sais pas, mais nous pouvons. Alors, Podemos représente l'essentiel de cette coalition, mais ne représente pas tout. Alors, je demanderai à la technique d'intégrer une petite image pour la vidéo de cette conférence. Et puis pour ceux qui sont intéressés à la fin de la conférence, je leur montrerai. J'ai récupéré, c'est pas moi qui l'ai fait, un petit schéma qui résume en fait l'ensemble des partis et des coalitions politiques qui intègrent Unidos Podemos ou ses alliés. Et en fait, je vais vous demander de vous accrocher parce que c'est incompréhensible. Je veux dire, je ne sais pas comment l'électeur espagnol s'y retrouve. Alors, Unidos Podemos, donc regroupe Podemos, je l'ai dit. Mais aussi une coalition, donc c'est une coalition qui regroupe une coalition, c'est assez original, qui s'appelle Unité Populaire. Unité Populaire, ça regroupe la Gauche Unie, l'Alternative Socialiste, le Parti Navarrais Bastarre, donc c'est un parti de gauche de Navarre, la gauche asturienne, la gauche castillane, le Rassemblement Segoviemos, qui est un rassemblement de gauche radicale de la ville de Ségovie, qui est une ville castillane, et j'en passe d'autres. Et puis Unidos Podemos regroupe également une autre coalition qui s'intitule Plus pour les Baléares, qui regroupe à son tour des partis comme l'Entente nationaliste, l'Initiative Vert, et j'en passe. Je vous ai parlé de la Gauche Unie, qui rentre dans la coalition Unité Populaire, qui rentre elle-même dans la coalition Unidos Podemos. La Gauche Unie, c'est une coalition. Vous suivez, c'est des poupées russes. Enfin, si vous ne suivez pas, c'est pas grave, personne ne suit de toute façon. Alors, la Gauche Unie, ça regroupe, entre autres choses, le Parti communiste d'Espagne, qui pèse quasiment plus rien comme en France, même moins qu'en France, l'Union des jeunesses communistes d'Espagne, la Gauche ouverte, parce qu'il y a une gauche fermée, je ne savais pas, la Gauche républicaine, le collectif de l'Unité des travailleurs, les éco-socialistes de la région de Murcie. La région de Murcie, c'est une communauté autonome espagnole du sud-est, l'initiative pour El Hierro, c'est la plus petite des îles habitées des Canaries, etc., etc. Donc ça, c'est la coalition Unidos Podemos, qui est alliée à d'autres coalitions de gauche radicale. On continue.
Une de ces coalitions s'intitule « À la Valencienne ». Voilà, donc c'est en fait un regroupement de partis de gauche radicale de la région de Valence, avec l'antenne locale de Podemos, avec l'antenne locale de la Gauche Unie, avec le regroupement Compromís, donc un nouveau regroupement qui à son tour regroupe le Bloc nationaliste valencien, l'Initiative pour le peuple de Valence, ils aiment beaucoup l'initiative, les Verts de Valence, VERTS. Donc ça c'était pour Valence. Et puis vous avez une coalition en Galice qui s'appelle En Marea, en marée, hein, la marée comme la marée avec le poisson, je ne sais pas pourquoi en marée, je ne sais pas ce que ça veut dire, je crois que personne ne comprend. Donc En Marea en Galice, ça regroupe l'antenne locale de Podemos et de la Gauche Unie, mais aussi un parti qui s'appelle ANOVA, Fraternité Nationaliste. Et vous rajoutez à tout cela une autre coalition en Catalogne, En Comú Podem, en commun nous pouvons, on ne sait toujours pas ce qu'on peut, hein, avec l'antenne catalane de Podemos, avec Barcelone en commun, avec la Gauche Unie et Alternative, avec l'Initiative pour la Catalogne, il y a un prénom, etc. Et la Gauche Unie et Alternative de Catalogne, c'est elle-même une coalition des communistes de Catalogne, du Parti Socialiste Unifié de Catalogne, etc. Je ne vais pas tous vous les faire comme ça, mais simplement pour que vous vous rendiez compte qu'en réalité, ce qu'on appelle la gauche radicale en Espagne, d'un point de vue strictement politique, même pas social, mais d'un point de vue strictement politique, c'est un attelage, un ensemble délirant de partis parfois groupusculaires qui représentent des intérêts hyper locaux. Je présente souvent, je dis à Caen, moi je ne sais pas, le rassemblement du numéro 6 de la rue, je ne sais pas quoi, à Madrid, pour la défense des intérêts de je ne sais pas qui. Bon, à force, on va aboutir à ça tellement ça devient microscopique et groupusculaire. Donc tout ce monde-là se réunit et se présente plus ou moins sous des étiquettes propres, plus ou moins bien signalées aux élections régionales et nationales. Donc en fait, moi je ne sais pas comment l'électeur espagnol s'y retrouve, parce que même un électeur espagnol qui serait vraiment tenté de voter pour des partis dits de gauche radicale, pour qui il vote, je ne suis même pas sûr qu'il le sache lui-même. C'est pour ça que plutôt que d'un mouvement de gauche radicale en Espagne, moi je préfère parler d'une nébuleuse de gauche radicale. Pourquoi d'une nébuleuse? Parce que ce qui est nébuleux, c'est indistingué, incertain. On ne sait pas très bien quels sont les contours de tout ça, ce qui compose exactement toutes ces coalitions. On ne sait pas exactement si tous ces partis ont précisément les mêmes objectifs, ou s'ils font un bout de chemin ensemble pour obtenir des objectifs précis et ensuite se séparer. Et donc, si les électeurs espagnols eux-mêmes ne s'y retrouvent pas, je ne vois pas très bien comment les gens, les citoyens de pays étrangers, à travers ce que la presse leur filtre, à travers ce que les médias leur filtrent, peuvent comprendre ce que c'est que la gauche radicale espagnole. Donc en fait, ma tentative de définition de la gauche radicale espagnole, c'est presque un échec, j'ai envie de dire. Si on sait que c'est une nébuleuse, on sait que c'est parfois groupusculaire, on a remarqué aussi que c'est extrêmement saucissonné, c'est-à-dire qu'ils aiment beaucoup prendre des régions, puis ensuite des divisions de régions, des provinces, des îles, parfois des bouts d'îles. Il y a véritablement un saucissonnage de l'électorat qui est assez curieux. Et puis surtout, c'est très nationaliste tout ça. On retrouve des nationalistes partout dans ces coalitions. Moi, j'ai toujours bien aimé le nationalisme de gauche. Aujourd'hui, il va falloir qu'on explique ce que c'est le nationalisme de gauche. Un nationalisme de gauche a pu exister par le passé. Après tout, je veux dire, à la Révolution française, les nationalistes étaient à gauche. Mais aujourd'hui, un nationalisme de gauche, j'ai du mal à voir ce que c'est. Que la gauche et la nation ne soient pas fâchées, fondamentalement, je peux le comprendre, mais le nationalisme de gauche, ça m'échappe. Mais... Alors donc voilà ce qu'on pouvait dire, un bref essai plus ou moins fructueux de définition, mais je pense qu'il plante bien le décor de ce que c'est que la gauche radicale. Sachant que l'essentiel, de toute façon, il ne faut pas se mentir, c'est Podemos, et que sans le mouvement fondamental donné par Podemos, toutes ces petites formations n'auraient pas pu avoir un tel succès. En fait, elles se sont mises dans le sillage de Podemos. Alors, une dernière chose avant de commencer ma conférence en elle-même et de parler de l'impasse, et je vais utiliser beaucoup ce terme de l'impasse de la gauche radicale espagnole, j'aimerais faire deux petits avertissements. Deux petits avertissements en fait qui me viennent de deux critiques qui m'ont été faites, une spécifiquement sur ce sujet et une de façon plus générale. La première c'est tu ou vous, ça dépend de la personne qui me parle, critique ou critiquer Podemos, ça veut dire que vous soutenez le Parti Socialiste ou que vous soutenez la droite espagnole. Non, les choses ne sont pas aussi binaires. Moi, c'est pas parce que je vais critiquer Podemos et parler de l'impasse de la gauche radicale espagnole en général et Podemos plus particulièrement que je soutiens d'autres partis en Espagne. Je pense que tous les partis espagnols aujourd'hui, avec une importance réelle, sont insatisfaisants. Mais il me semble important de parler spécifiquement de Podemos parce qu'on l'a présenté comme une force de renouvellement formidable, qu'elle n'est pas vraiment. Et le deuxième avertissement, c'est que j'essaye d'être le plus synthétique possible dans mes conférences, mais je ne peux pas évoquer de tels sujets sans donner des noms.
sans donner des chiffres, sans donner des dates. Je suis désolé, parfois ça fait un peu beaucoup, mais il y a une vidéo qui permet justement de revenir là-dessus un petit peu au calme. Et puis surtout, je ne peux pas parler dans le vide, il faut quand même des éléments concrets. Je ne peux pas être exhaustif, mais il faut quand même que je donne quelques éléments. Alors, on va commencer donc à parler de l'impasse, à proprement parler de la gauche radicale espagnole en général et de Podemos en particulier. Je vais commencer, en fait, cette conférence elle va être divisée en une série de chapitres intitulée l'impasse plus un adjectif. On va commencer par l'impasse économique. Pourquoi est-ce que la gauche radicale espagnole est, à mon avis, dans une impasse économique? Alors, pour ça, il faut simplement remonter quelques années en arrière. La gauche radicale espagnole, elle existait depuis longtemps avec la gauche unie, qui est plus ou moins l'équivalent de notre front de gauche. Mais c'est véritablement avec l'émergence de Podemos aux élections européennes du 25 mai 2014 qu'elle a pris une ampleur particulière. À l'époque, ça a énormément interpellé les médias, aussi bien en Espagne qu'à l'étranger. Et à l'époque, justement, Podemos présentait un diagnostic sur la situation politique et économique du pays qui me paraissait, et qui, avec le recul, me paraît toujours assez juste, assez lucide. Donc, ces principaux dirigeants, en fait, reprenaient une partie des revendications du mouvement des indignés, notamment. Ils s'inscrivaient un petit peu dans le sillage de ce mouvement. Et une des revendications, une des critiques fondamentales de ce mouvement, qui était reprise par Podemos, c'était la critique de ce que les Espagnols appellent la partitocracia, c'est-à-dire le gouvernement des partis, et en fait des deux principaux partis politiques espagnols qui ont été en alternance depuis les années 80. Un parti de gauche, le parti de gauche, entre guillemets, le Parti socialiste, et un parti de droite, le Parti populaire. Donc, plus ou moins, en fait, l'équivalent de notre propre PS et de notre UMP et LR. Donc, ils critiquaient cette alternance parce qu'ils expliquaient, et c'était très juste, qu'au fond, cette alternance n'avait pas pu éviter les graves dysfonctionnements de l'économie espagnole qui avaient amené à la crise économique de 2008, et qu'ils avaient pratiqué de concert les mêmes politiques d'austérité pour mettre fin à la crise. En plus, ces deux partis se sont retrouvés empêtrés, et c'est exact aussi, dans une série de scandales financiers, de corruption, de détournement de fonds. Et donc c'était une des critiques aussi fondamentales de Podemos qui mêlait ces deux partis, le PS et le PP, dans une appellation qui était la caste. La caste, pour Podemos, ça voulait dire le Parti socialiste et le Parti populaire qui se passent la balle à tour de rôle, qui ont oublié les gens, qui pratiquent des politiques d'austérité et qui s'en mettent plein les poches. Le constat peut faire un petit peu démagogique comme ça, mais c'était assez vrai. C'était un bon diagnostic de ce qui se passait. En plus, en mai 2014, la situation économique de l'Espagne était bien plus mauvaise que ce qu'elle est aujourd'hui. Il y avait encore plus de 24% de la population active qui était au chômage. Aujourd'hui, c'est 18%, c'est toujours beaucoup, mais c'est moins. Il y avait beaucoup plus de familles qu'aujourd'hui dont tous les membres n'avaient aucun emploi. Il y avait encore un mouvement très très large, il existe toujours, mais il s'est amenuisé un mouvement très large d'expulsion hors de leur logement des gens qui ne pouvaient plus payer les crédits immobiliers qu'ils avaient contractés durant la période de vache grasse. Et donc, Podemos, en fait, prospérait sur cette crise économique et ce constat politique. Une fois que Podemos a commencé à avoir le pouvoir, progressivement à partir de 2014 et surtout à partir de 2015, des élections municipales et régionales de 2015, il a pu commencer à mettre en place les politiques qu'il estimait être les meilleures pour mettre fin à la crise économique, ou en tout cas pour en pallier les effets les plus graves, et pour régénérer, ça c'est un verbe qu'on utilise beaucoup dans la culture politique espagnole, pour régénérer la vie politique du pays, notamment face à la corruption. Podemos, à l'époque, quand Podemos ou ses alliés, directement ou indirectement, commençaient à avoir la direction de mairies importantes, dont Madrid ou Barcelone, parlait d'une urgence sociale. Il y avait une urgence sociale, ce qui était vrai. Il y avait les Espagnols qui étaient en souffrance, il y avait un taux de pauvreté important, il y avait un taux de chômage très important, etc. Par exemple, le maire de Madrid, qui est toujours la même personne, Manuela Carmena, alors qui n'est pas Podemos, mais qui est une liste soutenue par Podemos, qui s'appelle Maintenant Madrid, je ne sais pas ce que ça veut dire non plus, évoquait à l'époque, au moment où elle a commencé à prendre les affaires en main, elle évoquait un taux de pauvreté, par exemple, affolant chez les enfants madrilènes. Elle disait que sur une population, Madrid, ça fait à peu près 3 millions et demi d'habitants, juste la ville, je parle, il y avait 25 000 enfants qui ne pouvaient pas manger à leur faim tous les jours. Donc il fallait absolument mettre en place un système pour combattre cette pauvreté des enfants et leur permettre de manger à leur faim, d'avoir 3 repas par jour.
La nouvelle, en fait, l'annonce de cette donnée a fait le tour de l'Espagne et même, en fait, le tour de beaucoup de médias internationaux. En France, je me souviens, ça a été beaucoup répercuté, notamment dans la presse. Et ça a beaucoup contribué à assombrir aussi l'image de l'Espagne à l'étranger. C'était quasiment les enfants faméliques qu'on voit dans les tableaux de Murillo qui étaient limite pouilleux. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte, je dis on, c'est des ONG locales, donc pas trop soupçonnables d'être des amis de la droite conservatrice, qui ont dit tout de suite, le problème, c'est que ces chiffres sont exagérés. Il n'y a pas 25 000 enfants qui crèvent de faim à Madrid. Il y a des problèmes de pauvreté, en général, de pauvreté infantile, c'est vrai, mais ce n'est pas le cas. Et on s'est très vite rendu compte que Manuela Carmena, donc le nouveau maire de Madrid, jouait avec les souffrances réelles, certes, des Espagnols, à des fins de promotion politique et électorale. Donc en termes d'urgence, de résolution des urgences sociales, on a vu mieux. Je vous donne un autre exemple qui me paraît encore plus révélateur. Il y a le nouveau maire de Barcelone qui est aussi une femme, Ada Colau. Ada Colau avait beaucoup critiqué, durant la campagne des municipales de mai 2015, elle avait beaucoup critiqué son prédécesseur, Xavier Trias. Xavier Trias, c'était un membre du principal parti de droite séparatiste catalane. Et elle lui avait reproché de maintenir une politique d'austérité au niveau de la commune de Barcelone absolument inadmissible. Et elle a critiqué plus globalement ce qu'elle appelle, toujours, est-ce que la gauche radicale appelle, l'austéricide. Austericidio, c'est un mot qui est apparu en Espagne justement avec la crise économique pour dénoncer les politiques d'austérité très dures à l'égard des Espagnols. Le problème, c'est qu'une fois qu'elle a eu le pouvoir, elle n'a pas fait mieux que son prédécesseur. Et elle a même fait plutôt moins bien. Je vous donne deux exemples. Entre janvier et juin 2016, elle a fait baisser les dépenses municipales de 1,5% par rapport à la même période de l'année 2015, alors qu'elle était arrivée en disant qu'elle allait quasiment distribuer des cadeaux à tout le monde, j'exagère à peine. Ces baisses, par exemple, ont concerné l'investissement en matière de politique du logement. Il y a eu des gros soucis dans la politique du logement en Espagne, notamment d'une politique des crédits immobiliers totalement folle, qui a donné des crédits immobiliers à taux variable à des gens en fait, qui ne pouvaient plus les rembourser. Et donc l'idée de la gauche radicale espagnole, c'était qu'il fallait investir dans des logements sociaux massivement pour pouvoir reloger les gens qui s'étaient fait expulser de leur logement. Le problème, c'est que l'investissement dans la politique du logement sous Ada Colau, à cette même période que j'ai évoquée, donc janvier-juin 2016, a baissé de 15%. Dans le domaine des infrastructures, c'est 25% de baisse. Et puis elle a aussi fait baisser, par exemple, de 14% sur un an les subventions aux plus pauvres pour les aider à payer leurs factures d'électricité, alors que c'était une des grandes revendications de toute la gauche radicale espagnole, c'était de dire qu'il y a plein d'Espagnols qui ne peuvent plus payer leurs factures d'électricité ou de gaz. C'est inadmissible, nous on va lutter contre ça, contrairement aux deux grands partis qui alternent au pouvoir. C'est deux exemples qui me paraissent très révélateurs. En fait, plus généralement, la gauche radicale, en général les Podemos en particulier, n'ont jamais eu de politique sociale réelle en Espagne. Jusqu'à présent, en tout cas, ils n'ont pas eu de réelle politique sociale. Il y a eu quelques coups de communication par-ci, par-là. Mais quand on regarde s'il y a une politique sociale un peu structurée, il n'y a rien eu de véritablement important. Et d'ailleurs, très rapidement, Podemos lui-même, dans son programme économique, a renoncé à tout un ensemble de mesures économiques et sociales qui, moi, me paraissaient excellentes. Je pense que c'était le mieux que Podemos avait dans son programme, c'est vraiment le meilleur. Et en fait, ils ont renoncé à tout ça. Au printemps 2014, donc pour les élections européennes, Podemos, par exemple, proposait un revenu universel de base. Et à l'automne 2014, quelques mois plus tard, finalement, Podemos ne proposait plus qu'un revenu minimal d'insertion. C'est déjà pas mal, mais c'était un renoncement. Toujours au printemps 2014, le parti affirmait qu'il ne fallait pas rembourser la dette espagnole, la dette publique, qu'il fallait avoir un audit sur la dette, et qu'il faudrait que toute ou partie de cette dette ne soit pas remboursée. Ce qui, moi, me paraissait être du meilleur sens. Et puis finalement, 6 mois plus tard, c'est une proposition totalement abandonnée. Au printemps 2014, Podemos affirmait qu'il fallait rétablir l'âge de départ à la retraite à taux plein à 60 ans. À l'automne 2014, finalement, 65 ans, qui était une décision qui avait été prise par le gouvernement de droite, c'était bien. C'était bien finalement comme décision. En mai 2014, Podemos affirmait vouloir nationaliser une grande partie, tout un ensemble de pans de l'économie espagnole. Les compagnies électriques, les banques, les entreprises de transport, les grandes firmes du secteur sanitaire et pharmaceutique, celles du domaine de l'agroalimentaire. Moi, c'est des mesures que j'approuvais plutôt. Mais finalement, on n'en parle plus du tout. Ça a été complètement mis sous le boisseau. En fait, pour moi, ces revirements d'opinion ne sont pas très surprenants parce qu'on a eu le précédent d'Alexis Tsipras en Grèce. On a eu le précédent de Syriza. Syriza qui a été soutenu et qui continue d'être soutenu par Podemos d'ailleurs.
On a vu qu'Alexis Tsipras, qui était arrivé avec un programme très social qui semblait adapté aux problèmes réels de la population grecque, a complètement retourné sa veste à l'été 2015. Finalement, Podemos a, un peu avant ou un peu après ou même pendant, suivi le même chemin. Et je pense que ça vient de plusieurs facteurs, mais il y a un facteur qui est fondamental et qui explique le revirement d'opinion, le changement véritablement de programme aussi bien de Tsipras et d'Iglesias, donc le secrétaire général de Podemos, c'est qu'en fait, toutes ces mesures sociales, toutes ces mesures économiques qu'ils promeuvent, ils ne peuvent pas les mettre en place dans le cadre politique actuel. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en réalité, dans le cadre de l'Union européenne et de la zone euro, ils ne peuvent pas les mettre en place. C'est ou bien on accepte de garder le cadre de l'Union européenne et de la zone euro, dans ce cas-là on renonce à une politique véritablement sociale, ou bien on veut à tout prix mettre en place une politique véritablement sociale, mais dans ce cas-là il faut sauter le pas et rompre avec l'Union européenne et la zone euro. Alors le grand tour de passe-passe de Bonneto habituel, c'est celui de l'autre Europe et de l'Europe sociale, qu'on connaît, je veux dire le Parti Socialiste en France nous fait le coup depuis les années 70. On attend toujours qu'il y ait une Europe sociale. Je pense qu'on peut attendre très longtemps encore. Et on a bien vu en fait qu'avec Syriza, l'Europe sociale, qui était aussi une des grandes revendications de cette formation, n'arriverait pas. Il y a tellement de garde-fous et de rapports de force défavorables vis-à-vis des États au sein de l'Union européenne que cette Europe sociale, elle est de toute façon impossible à mettre en place. Au départ, par exemple, en mai 2014, Podemos avait au moins un mérite, c'était d'être très critique vis-à-vis de l'euro. Ils ne disaient pas qu'il fallait sortir de l'euro, mais en tout cas, ils avaient un discours très critique vis-à-vis de l'euro qui pouvait être entendu. Le problème, c'est que leur position très critique vis-à-vis de l'euro, elle a été abandonnée, à la fois pour des raisons internes, parce que, en fait, Podemos et globalement la gauche radicale espagnole sont très europhiles et ne voudront jamais remettre en cause cet édifice. Et puis pour des raisons externes, c'est que la population espagnole, bon an mal an, qu'on le veuille ou non, elle est europhile. Elle l'est moins que dans les années 80-90, mais elle l'est toujours. Et donc, la gauche radicale espagnole et Podemos, ils ne sont pas fous en termes électoraux. S'ils sont trop radicaux à l'égard de l'Union européenne, ils risquent de perdre une partie de leur électorat, qui est très attaché à la question de l'Union européenne. Alors, Union européenne sociale, des travailleurs, etc., mais qui est très attaché à cette idée, et pour qui la fin de l'Union européenne, c'est un repli nationaliste sur soi. Alors, qu'est-ce que propose Podemos aujourd'hui en matière économique? Il y a un document qui date de 2014-2015, mais qui est toujours assez frais, assez d'actualité, qui s'intitule, en français, j'ai traduit, Projet économique pour les gens. Pas pour la population, pour les gens, enfin c'est toujours des formulations un peu bizarres avec ces parties-là. Qui propose notamment de redessiner la politique de l'euro en raison des effets délétères que cette monnaie trop chère a sur l'Espagne et d'autres pays, notamment d'Europe du Sud. Alors c'est vrai, le constat est juste, je veux dire, l'euro étouffe en partie l'économie espagnole, en partie seulement. Mais c'est en fait, ce que n'a pas compris Podemos, c'est que le principe même d'une zone monétaire unique, c'est que ceux qui sont les plus compétitifs renforcent leur compétitivité, je veux dire, nommément l'Allemagne, les Pays-Bas, en partie l'Autriche, en partie la Finlande, même si la Finlande a quelques soucis aussi. Et puis ceux qui étaient moins compétitifs à la base, ils le deviennent toujours moins et ont toujours plus de problèmes. Il n'y a pas de zone monétaire, surtout dessinée telle que l'est l'euro, qui fonctionne autrement. La seule chose qu'il faudrait, c'est que, grosso modo, les pays les plus favorisés acceptent de verser des sommes massives aux pays les plus défavorisés par la monnaie unique. Mais ce n'est pas exactement d'actualité, et je pense que ça ne le sera pas du tout. Le 20 décembre 2015, à la veille des élections générales en Espagne, un représentant de Podemos s'était interrogé par un think tank espagnol, un think tank de politique étrangère, qui voulait savoir ce que Podemos proposait concernant l'Union européenne. L'Union européenne, est-ce qu'on la quitte, est-ce qu'on la change, qu'est-ce qu'on en fait? Et Podemos disait, c'est incroyable qu'on dise de nous qu'on est europhobe, on n'est pas du tout europhobe. Ce qui est vrai, ils ne sont pas du tout europhobes. On est très europhile et on veut une Europe fédérale. Mais il faut que ce soit une Europe des travailleurs. Dans un cadre social, disons. Bon courage pour faire accepter ça aux 27 autres gouvernements, donc bientôt 26, puisque le Royaume-Uni va nous quitter. Enfin, va quitter l'Union européenne. Sauf qu'il peut. Et puis, ils n'ont toujours pas compris que de toute façon, hors de l'Union européenne et de la zone euro, il n'y aura pas de salut économique et social. C'est pas que ce sera facile et que ce sera un lit de rose en dehors de l'Union européenne et de la zone euro,
Mais en dehors, au sein de l'Union européenne et de la zone euro, il ne peut pas y avoir de salut. Donc ça, c'était pour l'impasse économique. J'aimerais passer à une autre impasse de la gauche radicale espagnole et de Podemos en particulier, qui est l'impasse géopolitique. Alors, à mon avis, une des forces du programme originel de Podemos, et avec lui de toute la nébuleuse de gauche radicale espagnole, c'était la remise en cause des grandes orientations diplomatiques et géopolitiques prises par l'Espagne à partir du début des années 80. Au début des années 80, en 82 spécifiquement, donc l'Espagne adhère à l'OTAN. Je ne vais pas vous refaire tout le processus d'adhésion à l'OTAN, j'en avais parlé dans la précédente conférence, donc ceux que ça intéresse qui ne le savent pas, je les renvoie à cette conférence-là. Mais donc ce qui était intéressant, c'est que Podemos critiquait l'appartenance de l'Espagne à l'OTAN, au bloc atlantiste de façon générale, critiquait en fait la politique belliqueuse des États-Unis, et le fait que l'Espagne, par le biais de son appartenance à l'OTAN, soit entraînée dans des conflits, notamment dans le monde arabo-musulman ou en Europe de l'Est. Au printemps 2014, donc quand Podemos a commencé vraiment à faire parler de lui, il disait vouloir organiser un référendum pour demander aux Espagnols s'ils étaient d'accord pour que leur pays reste dans l'OTAN ou pas. Et en fait, ça répondait à une demande sociale. Il y a tout un secteur de la société espagnole, notamment à gauche, qui est défavorable à l'OTAN. Le problème, c'est que cette idée, on n'en a plus entendu parler depuis. C'est plus du tout au programme. Alors, je ne sais pas si elle s'est perdue en route, si c'est un oubli de photocopieuse ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, Podemos n'en parle plus du tout. Et ça va même plus loin. Podemos s'est offert les services, pour ainsi dire, d'un personnage qui s'appelle Julio Rodríguez. Alors Julio Rodríguez, c'est qui? C'est l'ancien chef de l'état-major espagnol, il était chef de l'état-major espagnol de 2008 à 2011, donc c'est quelqu'un qui vient du sérail, pour ainsi dire, c'est pas franchement un dissident, mais c'est quelqu'un qui a eu de très hautes responsabilités militaires en Espagne. Le chef de l'état-major, c'est pas rien. Et il a décidé de rejoindre Podemos, où il est devenu en fait un peu le monsieur défense. Et Pablo Iglesias n'a cessé de dire, et c'est toujours l'idée d'ailleurs, que ce serait lui ministre de la Défense s'il devenait président du gouvernement. Alors, ce monsieur Julio Rodríguez, il est intéressant parce qu'il était interrogé par une radio espagnole, la Cadena Ser, toujours à la veille des élections générales de 2015. Et la Cadena Ser lui a dit, Podemos proposait il y a un an, un peu plus d'un an, de sortir de l'OTAN, ou en tout cas de réaliser un référendum sur ce sujet, qu'est-ce qu'il en est? Et lui il disait, ah non, pas du tout, non. L'Espagne va honorer ses engagements à l'égard des États-Unis d'Amérique et va rester dans l'OTAN. Il est hors de question que l'Espagne sorte de l'OTAN. Et que je sache, Julio Rodríguez n'a pas été contredit ou rappelé à l'ordre par les dirigeants de Podemos. Personne ne l'a contredit. Il n'y a pas eu un communiqué de presse pour dire un membre de notre parti, M. Rodríguez, a expliqué que ceci, cela, et ce n'est pas notre position. Parce qu'en fait, c'est logique. Podemos lui-même a changé d'avis sur l'OTAN, très rapidement. Ça se voit par tout un ensemble d'éléments. En novembre 2014, par exemple, il y a eu une manifestation à Rota, qui est une petite ville d'Andalousie, dans le sud de l'Andalousie. Il y a eu une manifestation contre la base navale américaine qui se trouve sur place. Il y a une base navale américaine sur place. Et donc, il y a eu une manifestation d'une partie de la gauche radicale contre cette base navale, comme il y en a régulièrement. Qu'est-ce qu'a fait l'antenne municipale de Podemos, donc Podemos Rota, qui était la première concernée, j'ai envie de dire, qui aurait pu manifester contre la présence de cette base navale américaine? Elle a dit non, c'est très bien qu'il y ait une base navale américaine. Pourquoi? Parce que ça crée des emplois. D'accord. Je sais pas, moi je pensais qu'on pouvait créer des emplois autrement. Visiblement, ils y ont renoncé, je sais pas. Et que je sache là aussi, peut-être qu'on pourra me contredire si jamais il y a des gens sur internet qui voient la conférence et qui trouvent des éléments là-dessus, je serai preneur, que je sache, ni Podemos en Andalousie, ni Podemos national n'a contredit ou n'a rappelé à l'ordre Podemos Rota pour lui dire attendez, la ligne officielle du parti c'est défavorable à la présence de l'OTAN et de bases militaires américaines. Il faut quand même savoir que globalement Podemos en fait c'est assez simple, c'est rallié aux États-Unis d'Amérique. Alors évidemment à certains secteurs politiques des États-Unis d'Amérique, pas à tous, ils étaient très fans d'Hillary Clinton. Alors au départ, ils ont soutenu Bernie Sanders, puis quand Bernie Sanders a perdu les primaires démocrates de 2016, ils se sont ralliés d'un seul homme à Hillary Clinton, qui est évidemment d'un angélisme et d'un pacifisme total, comme chacun sait. Et ils ont même envoyé un représentant, Pablo Bustinduy, lors de la convention démocrate qui visait en fait à entériner le choix d'Hillary Clinton comme candidate démocrate pour l'élection présidentielle. Ça avait commencé même avant. En mars 2015, il y avait James Costos, qui est l'ambassadeur des États-Unis à Madrid,
qui avait très chaleureusement reçu Pablo Iglesias à l'ambassade aux États-Unis, à Madrid, qui est un bunker immense sur une des principales avenues de Madrid. Et les deux, en fait, aussi bien Iglesias que Costos, quand ils ont été interrogés ensuite dans la presse, dans les médias à propos de cette rencontre, où on les voyait bras dessus, bras dessous, les deux ont dit que la rencontre a été extrêmement cordiale, donc ils avaient des petites divergences. Pablo Iglesias lui avait fait part du fait qu'il n'était pas toujours d'accord avec les États-Unis. Puis voilà, c'est tout. Et en juillet 2016, Pablo Iglesias était précipité au Palais Royal à Madrid parce que au Palais Royal en juillet 2016, il y a eu la seule visite officielle de Barack Obama en Espagne de ces deux mandats. Il n'a jamais fait d'autres visites officielles que celle-là, durant ces deux mandats. Il s'est précipité là-bas pour lui offrir un petit cadeau. Si vous voulez tout savoir, c'est un livre sur la brigade Lincoln, qui était une brigade internationale américaine venue combattre les nationalistes durant la guerre civile. Voilà. Alors qu'on peut reconnaître un mérite à la gauche unie, qui est censée être un allié de Podemos, c'est que la gauche unie avait dit « Nous sommes en désaccord avec la politique américaine, nous n'allons pas nous précipiter quand Barack Obama rend visite en Espagne, on ne va pas aller les voir en leur offrant des cadeaux. » Ça au moins c'était cohérent. Ben non, Pablo Iglesias, lui, il est très content d'ailleurs. Donc voilà ce qu'on pouvait dire, là aussi très résumé, mais j'essaie d'être synthétique, sur l'impasse géopolitique. Je vais essayer d'aborder une avant-dernière partie qui est l'impasse politique. Avant de parvenir au pouvoir dans les régions et les municipalités, avant l'entrée au Sénat et à la chambre basse du Parlement, donc le Congrès des députés, je vous l'ai dit, Podemos parlait de la caste, c'est-à-dire de la réunion du Parti populaire et du Parti socialiste qui alternaient au pouvoir et qui ne faisaient rien pour les gens. Donc ils fustigeaient aussi bien l'un que l'autre. Le problème de fond qui se pose, c'est qu'une fois que Podemos a eu des parcelles de pouvoir entre ses mains, eh bien, il a totalement changé d'avis et il a décidé de donner le pouvoir au Parti socialiste dès qu'il l'a pu. Moi, je comprends pas. Je veux dire, soit le Parti socialiste est un membre de la caste, il s'enrichit par la corruption, il a pratiqué des politiques austéritaires, ce qui est vrai, mais dans ce cas-là, on ne peut pas s'allier avec lui. Soit c'est un parti très bien, très propre sur lui, et pourquoi Podemos le critiquait en 2014. Donc déjà, il y a eu ça. Et puis ensuite, une fois que Podemos a eu des parcelles de pouvoir, que ce soit au niveau des régions ou des municipalités, en fait, il a commencé à agir exactement comme les deux principaux partis politiques qu'il dénonçait. Corruption, népotisme, malhonnêteté, détournement de fonds. Il y a eu un certain nombre de membres de Podemos qui ont été impliqués, voire jugés coupables, pour des délits de ce type. Je vais citer pêle-mêle quelques exemples de gens qui n'ont d'ailleurs pas toujours eu à quitter leurs responsabilités. Podemos est toujours prompt à dire quand il y a un scandale qui touche le Parti populaire que vite la personne ou les personnes concernées doivent quitter leur siège d'élu régional ou national. Par contre, pour Podemos, la règle ne semble pas s'appliquer. Alors il y a Juan Carlos Monedero qui est un des fondateurs, un homme qu'on connaît beaucoup moins bien en France, mais qui est un des fondateurs et à mon avis l'un des vrais idéologues de Podemos, qui est largement soupçonné de fraude fiscale. Il y a Íñigo Errejón, l'ancien numéro 2 de Podemos, qui est soupçonné d'avoir reçu une bourse universitaire de complaisance, qui est dans les tribunaux pour ça à l'heure actuelle. Sachant que Podemos réclame la démission d'élus conservateurs dès qu'ils sont mis en examen, avant d'attendre le résultat du jugement. Donc là, si on était cohérent, il faudrait aussi ce monsieur démissionne. Mais bon. On connaît en France ce genre de problème. Pablo Iglesias, alors là cette fois-ci c'est pas soupçonné, ça a été reconnu par un tribunal. Pablo Iglesias a été reconnu coupable par un tribunal d'avoir reçu 272 000 € via un paradis fiscal, pour ne pas le nommer, donc Saint-Vincent et les Grenadines. Il y a Pablo Echenique, qui est un Argentin d'origine, mais qui est le principal responsable de Podemos en Aragon, qui a employé au noir sa femme de ménage, pendant qu'il dénonçait sur les réseaux sociaux le fait qu'il y avait beaucoup trop d'employés espagnols qui n'étaient pas déclarés. Amusant aussi. Il y a Ramon Espinar, qui est un des principaux responsables de Podemos dans la région de Madrid, qui a spéculé sur la revente de logements sociaux, tout en écrivant des tweets incendiaires contre la spéculation immobilière. Non mais c'est exceptionnel, hein, je veux dire. Il y a eu des cas beaucoup plus graves. Il y a eu par exemple le cas de Salvador Salvatierra, alors qui était candidat de Podemos en Extrémadure. Lui quand même c'était trop important, il a dû être suspendu par le parti, qui a été arrêté pour corruption de mineurs et prostitution. Il y a eu Josécho Arrieta. Josécho Arrieta, quand on a dit son nom, c'est un basque, c'est un ancien membre de l'ETA, parce que Podemos aime beaucoup l'ETA, qui a été arrêté par les forces de l'ordre pour possession illégale d'armes. Il y a Andrés Bodalo, qui est un élu, un ex-élu je crois maintenant, de Podemos en Andalousie, qui a été condamné à plusieurs années de prison pour agression physique sur une femme enceinte.
et qui est défendu régulièrement au Parlement national par des députés de gauche radicale qui viennent agiter le portrait d'Andrés Bódalo comme si c'était un prisonnier politique. Alors, il ne s'agit absolument pas de dire que Podemos est le seul parti concerné par des affaires. Loin de là, le Parti populaire, le Parti socialiste, tous les partis ont largement leur lot. Mais le problème, c'est que Podemos, qui se présente comme le chevalier blanc de la lutte contre la corruption et la mauvaise pratique politique, en fait, fait comme les autres. Le problème, c'est pas que Podemos soit un parti pire que les autres, c'est que c'est un parti comme les autres. Alors, quand même, j'ai envie de dire, un petit peu une justice de temps en temps, parce que tous ces revirements de programme, tous ces renoncements, tous ces agissements plus ou moins louches ou condamnables de Podemos commencent à lui coûter cher dans les urnes. Il y a, de façon générale, en Espagne, on note sur les dernières élections, aussi bien nationales que régionales, il y a un contexte global de recul électoral de la gauche. Tout le bloc de gauche perd des voix, principalement au profit de l'abstention, ce qui mécaniquement profite à la droite, qui elle récupère des sièges, parce que c'est des systèmes proportionnels. Et si on s'intéresse à Unidos Podemos, qui est en fait la principale coalition de gauche radicale, Unidos Podemos a perdu 1,2 million de voix environ entre les élections générales de décembre 2015 et celles de juin 2016. Vous savez qu'il y a eu tout un pataquès en Espagne parce que les élections générales de décembre 2015 n'ont pas permis d'aboutir à la formation d'un gouvernement. Il a fallu faire de nouvelles élections en juin 2016. Et entre ces deux élections, Podemos a perdu 1,2 million de voix, ce qui n'est pas négligeable quand même, ce qui est important. Mais ce qui a sauvé Unidos Podemos, c'est la loi électorale espagnole qui est très particulière, parce qu'en fait, avec 1,2 million de votes en moins, ils ont réussi à conserver le même nombre de députés. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est qu'Unidos Podemos, qui était vent debout contre cette loi électorale auparavant, maintenant, il n'en dit plus rien. Et je me suis intéressé, et je ne suis pas le seul, aux villes dirigées par Podemos ou bien par ses alliés, pour voir s'il y avait eu un effet gauche radicale sur les votes. Est-ce que l'urgence sociale avait été résolue de façon si brillante par la gauche radicale espagnole que tous les habitants de ces communes d'un seul homme allaient voter massivement pour la gauche radicale à toutes les élections? Il se trouve que sur ce 1,2 million de voix perdues, on compte à peu près 200 000 suffrages disparus sur les villes dirigées par Podemos. Par exemple, ils ont perdu 25 000 votes à Saragosse entre décembre 2015 et juin 2016. 107 000 votes à Madrid, 8 000 votes à La Corogne, ou par exemple 23 000 votes à Valence. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une perte d'appui de Podemos. Et ça m'amène à ma dernière partie, qui est l'impasse sociologique de Podemos, et qui est à mon avis la plus profonde, je crois, la plus grave des impasses de Podemos, enfin grave pour lui. En fait, qu'est-ce que c'est que cette impasse sociologique? Il faut se poser la question suivante pour le comprendre. C'est qui les électeurs de Podemos? Qui vote pour Podemos? Dit autrement, quels sont les secteurs de la société espagnole qui soutiennent Podemos et plus globalement la gauche radicale espagnole? C'est quoi la réalité sociologique de ce vote-là? Ce qui est très intéressant, c'est qu'en Espagne, il y a un organisme public qui s'appelle le Centre des recherches sociologiques, CIS, selon son sigle espagnol. C'est un organisme public qui réalise des sondages électoraux, mais aussi ce qu'ils appellent des enquêtes post-électorales. Il va demander aux gens ce qu'ils ont voté. Alors évidemment, sur la base de la bonne foi des gens, mais c'est intéressant quand même, ça fait très sérieusement. Et puis ensuite, le Centre des recherches sociologiques classe un peu tout ça en fonction de l'âge, du sexe, de l'origine géographique, de la strate socio-professionnelle, etc. Donc, le Centre des recherches sociologiques espagnol, cet organisme public, a réalisé en juin 2016 une enquête post-électorale sur les élections qui avaient eu lieu en décembre 2015. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la gauche radicale espagnole en général, et Podemos en particulier, recrutent surtout parmi les plus jeunes. Il y a 35% de l'électorat de moins de 35 ans qui votent pour Podemos, alors que ceux qui votent pour Podemos qui ont plus de 54 ans sont 11% seulement. C'est surtout un électorat des grandes villes. Podemos en fait engrange en moyenne jusqu'à 24% dans les communes de plus de 100 000 habitants, mais 13%, voire un peu moins, dans les communes de moins de 10 000 habitants. Podemos, c'est surtout un parti des diplômés. Podemos engrange jusqu'à 25% des votes de ceux qui ont fait des études supérieures, contre moins de 10% pour ceux qui n'ont pas dépassé l'école primaire. C'est un parti d'étudiants. Il y a 39% des étudiants qui votent pour Podemos et la gauche radicale, notamment les étudiants précaires. Et puis aussi, et ça c'est très intéressant, y a-t-il un vote de classe Podemos? Oui, il y a un vote de classe Podemos. Il y a un vote des riches pour Podemos.
les cadres et les cadres supérieurs votent pour Podemos à plus de 25% dans le cas des cadres et à plus de 23% dans le cas des cadres supérieurs. Podemos enregistre 25% de votes, donc je l'ai dit chez les cadres et 23% chez les cadres supérieurs, et 32% de votes vont vers Podemos ou la gauche radicale au sein des foyers espagnols qui perçoivent un salaire total de 4 500 € ou plus chaque mois. Alors que les foyers qui touchent de 600 à 900 € par mois votent pour Podemos à 15%. 32% pour la classe supérieure établie par l'organisme et 15% pour la classe inférieure. C'est quand même très intéressant. Alors qu'est-ce qu'on peut un petit peu déduire de tous ces chiffres-là? Je pense qu'en fait le vote Podemos il est à la confluence de deux électorats différents. Il y a un électorat que j'appelle non pas le prolétariat, mais le précariat. Le précariat, donc les précaires, ce sont les chômeurs diplômés, les étudiants, notamment ceux qui sont les plus avancés dans leurs études, une petite partie, c'est vrai, mais une petite partie des ouvriers, petite, et puis l'autre électorat de Podemos, c'est les classes supérieures, ce qui est quand même très curieux, parce que moi je veux bien qu'on m'explique tout ce qu'on veut, mais j'ai du mal à croire que les classes supérieures espagnoles soient suicidaires au point de donner aussi massivement leur voix pour un parti qui est censé taxer massivement les riches et redistribuer massivement l'argent. Ça paraît tout de même un peu contradictoire. On a vu que les renoncements économiques de Podemos étaient importants et ils n'y sont sans doute pas pour rien. En fait, je crois qu'il y a une chose qui réunit fondamentalement, enfin peut-être deux choses, mais c'est deux choses qui sont liées, qui réunit fondamentalement ces deux électorats. D'abord, ce sont deux électorats urbains. Podemos, c'est le parti des villes et des grandes villes. Toute ressemblance avec une situation connue en France étant purement fortuite par ailleurs. C'est donc le parti des grandes villes. Les villes moyennes, les petites villes, les campagnes votent très marginalement Podemos et c'est systématique, ça se constate quasiment à la lettre. Et puis, c'est un parti qui engrange le vote de ceux qui ont coupé les ponts avec l'idée de nation espagnole. Ceux pour qui la nation espagnole est une réalité dépassée et ceux pour qui il faut aller d'un côté vers l'Europe fédérale, on en a parlé, et de l'autre vers une autonomisation tellement grande des régions qu'en fait ça devient une indépendance des régions espagnoles. D'ailleurs c'est intéressant parce que là où Podemos géographiquement réalise ses meilleurs scores, c'est ce qu'on appelle dans les régions périphériques espagnoles. Alors c'est périphérique non pas au sens économique, mais au sens géographique. C'est la Catalogne, alors ça c'est le gros vivier de voix de Podemos, le Pays Basque, la région de Valence, les Baléares, la Galice et dans une moindre mesure la Navarre. Les deux seules régions périphériques géographiquement qui ne sont pas vraiment touchées par le vote Podemos, c'est des régions qui sont plus pauvres, l'Andalousie et les Canaries. En fait, Podemos, c'est le vote de ceux qui se disent que ce parti est le meilleur moyen pour parvenir à leurs fins. Et quelles sont leurs fins? Le démembrement du pays. On constate une fuite très nette de l'électorat d'une partie des séparatistes catalans, des partis séparatistes catalans, oui, vers Podemos. Pourquoi? Parce que Podemos, en fait, avait commencé par être flou et maintenant est assez clair sur la question de l'indépendantisme catalan. Il soutient l'idée d'un référendum séparatiste en Catalogne. Et il y a plusieurs de ses membres, et non des moindres, comme Íñigo Errejón, qui ont dit que le pauvre gouvernement catalan n'avait pas d'autre choix parce que le gouvernement madrilène était méchant et tyrannique. Donc en fait, c'est ça le vote Podemos. C'est les urbains et ceux qui ont coupé les amarres avec la nation espagnole, et en particulier chez les plus riches qui, eux, sont les plus mondialisés. En réalité, je pense qu'on peut appliquer assez bien la Vulgate, plus que l'œuvre en elle-même, la Vulgate de Christophe Guilluy sur la périphérie et le cœur. C'est qu'en fait, Podemos, c'est le parti du cœur de la mondialisation. Des villes, des riches, et de ceux qui ont tellement bien adhéré à la mondialisation qu'ils veulent dépasser le cadre de l'État-nation. Les pauvres et les campagnes et les moins diplômés, c'est les pecnos. Podemos ne les attire pas et il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Les mentions, par exemple, à une politique rurale chez Podemos sont rares. Elles existent, mais il faut vraiment les chercher. Tout ça m'amène à dire que Podemos ne peut pas obtenir, en fait, une majorité sociologique au sein du peuple espagnol. Il peut obtenir un appui, une base sociologique dans des secteurs donnés dont je viens de parler, mais il ne peut pas obtenir une majorité sociologique parce qu'il y a encore plusieurs secteurs de l'électorat qui ne voteront pour Podemos, ou au prix d'une transformation du parti qui ferait que ce ne serait plus Podemos. Alors,
est-ce que ça veut dire que Podemos ne parviendra jamais au pouvoir? C'est moins simple. Podemos, je pense, sait très bien qu'il n'a pas de majorité sociologique et qu'il ne l'aura probablement jamais. Sauf à changer toutes ces mesures. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'appuyer en réalité sur le Parti socialiste. Le Parti socialiste ouvrier espagnol, il n'a qu'un désir, c'est de retrouver le pouvoir à tout prix, et son premier secrétaire actuel, Pedro Sánchez, je vais être un peu méchant, mais vendrait quasiment père et mère pour y arriver. Donc, ce que Podemos propose en réalité, la politique de main tendue de Podemos à l'égard des socialistes, c'est « nous vous soutiendrons, chers amis socialistes, si vous faites une motion de censure contre Mariano Rajoy et proposez à la place de Mariano Rajoy, le président du gouvernement conservateur, Pedro Sánchez, premier secrétaire du PSOE. » Le problème, c'est que mathématiquement, ça ne suffirait pas au Parlement. Ils n'auraient pas assez de voix à eux deux. Qui va venir à la rescousse, je vous le donne en mille? Les partis séparatistes, qui, eux, ne demandent que ça. Mais évidemment, ils ne vont pas donner leur voix gratuitement. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est que cet attelage Podemos-PS reconnaisse des référendums d'autodétermination dans les différentes régions, voire des indépendances de facto. J'en arrive à la conclusion. Alors, je pense qu'à l'issue un petit peu de cette petite conférence, on peut dire que la gauche radicale dont je parlais dans mon introduction, qui est assez difficile à définir, elle a une envie folle de conquête du pouvoir, mais aussi, à mon avis, une vision globale, en dépit de ces divergences, mais une vision globale de l'Espagne et de sa place dans le monde. Une vision globale de l'Espagne démembrée et diluée dans un ensemble européen et atlantiste. Je pense qu'en fait, si on peut dire que Podemos et les différents partis qui l'accompagnent sont des partis de gauche radicale, c'est dans un cadre très précis. Je pense qu'on peut dire que Podemos propose une radicalisation du projet zapateriste. Alors, zapateriste de José Luis Rodríguez Zapatero, qui était le président du gouvernement espagnol de 2004 à 2011, qui a été balayé par la crise. Pourquoi? Parce qu'en fait, Podemos et les partis de gauche radicale reprennent l'essentiel des principales mesures sociétales et territoriales du PSOE de Zapatero pour les approfondir. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est l'extension des droits sociétaux, le féminisme, les droits LGBT, etc. Il ne s'agit pas de dire qu'on doit être pour ou contre, mais en tout cas, c'est ce que Podemos vise. C'est pas le social, c'est le sociétal qui l'intéresse avant tout. Et puis un progressif désarrimage de l'État-nation espagnol, oui, par l'extension du pouvoir des communautés autonomes et in fine l'indépendance de certaines d'entre elles, dont la Catalogne. C'est assez amusant parce que Podemos, en adoptant le discours des séparatistes catalans, qui sont majoritairement des séparatistes de droite, soutient les thèses de droite, comme par exemple le nationalisme déjà en soi, la forte xénophobie des séparatistes catalans, c'est quelque chose que je n'ai pas le temps de détailler maintenant, mais qui est très patent, ou bien le manque de solidarité. Parce que pour certains séparatistes catalans, et pour beaucoup d'entre eux, c'est l'idée, nous on est riches, on ne veut plus vous donner d'argent. Ce qui est déjà très embelli à la réalité, mais en plus, Podemos soutient totalement ce discours-là, le valide totalement. Et moi je suis peut-être un peu bête, hein, j'ai peut-être une définition un peu simpliste des choses, mais moi il me semblait que l'une des bases de la gauche était de vouloir un peu plus d'égalité entre les gens et les territoires. Pas de favoriser justement des comportements aussi égoïstes. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Nicolas pour cette conférence très enrichissante. Maintenant, s'il y a des remarques ou des questions, on va consacrer une bonne demi-heure à y répondre. Je voudrais bien rebondir un peu sur la fin, sur la question d'identité, dans une retransformation de la vie politique qui peut tirer vers elle un ou plusieurs sentiments d'appartenance en commun ou individuel ou d'autodétermination sur chaque région, etc. Avec tout ce que tu nous as démontré, on peut dire que l'on va vers quel sentiment d'appartenance en ce qui concerne l'identité, pas seulement politique, mais anthropologique des Espagnols, dans ce contexte de crise qu'ils vivent depuis plusieurs années. Alors, pour répondre à cette question, en fait, il faudrait remonter bien en arrière, mais pour dire les choses de façon simple et les résumer, il y a déjà une faiblesse, je pense, structurelle du sentiment national espagnol. Une faiblesse qui remonte au moment où, en fait, où les États-nations européens ont vraiment commencé à se constituer en tant que tels, donc au XIXe siècle. Il y a eu des ratés dans la politique
nationalisation, si je puis dire, de l'Espagne de la part des gouvernements au XIXe siècle. Et ces ratés, en fait, se sont amplifiés au XXe siècle avec le conflit civil et avec la dictature franquiste. Donc, traditionnellement, déjà, le sentiment d'appartenance nationale des Espagnols est assez faible. Il se cristallise sur quelques éléments, le sport, principalement. Oui, c'est l'appartenance nationale du pauvre, hein, malheureusement, c'est un peu ça. Pas du pauvre au sens économique, vous m'avez compris. Et puis, quelques manifestations culturelles, de base parfois, hein, simplement un mode de vie quotidien. Mais en termes d'appartenance nationale, vraiment de corpus d'appartenance nationale, d'idéologie nationale, si je puis dire, un peu constituée, un peu consolidée, c'est très faible. Donc en fait, comme disent les Espagnols, llueve sobre mojado, il pleut sur du mouillé. C'est-à-dire qu'en fait, Podemos ne fait qu'en rajouter sur cette problématique-là, et ne fait qu'en fait mettre de l'huile sur le feu. Et plus particulièrement, pour ajouter un petit point sur l'identité religieuse, ce qu'il en reste, on va dire, en Espagne. Qu'est-ce que ça peut traduire? Est-ce que c'est imbriqué à la vie politique ou c'est carrément... Alors, c'est partagé. Là, il y a eu une déchristianisation très forte et très rapide de l'Espagne à partir des années 80. En fait, c'est là qu'on voit que la dictature franquiste avait maintenu sous cloche un peu artificiellement une pratique religieuse qui n'était plus une pratique de conviction, mais simplement une pratique sociale, pour faire bien, pour ne pas se faire remarquer. Donc il y a une déchristianisation très profonde. En revanche, il y a, alors là, c'est là où on peut noter un sentiment d'appartenance assez fort, il y a un attachement très profond des Espagnols sur à peu près tout l'éventail politique, exception faite de cette fameuse gauche radicale, et encore, il y a un sentiment d'appartenance très fort et d'attachement très fort à tout ce qui va être manifestation religieuse de type procession de la Semaine Sainte ou d'autres fêtes religieuses importantes, par exemple la fête Dieu à Tolède, des fêtes patronales dans telle ou telle ville. C'est toujours impressionnant de voir à quel point comment des petites communes peuvent dépenser des sommes très importantes pour des fêtes patronales, pour organiser des manifestations, des processions, etc. Donc ça, c'est un facteur, je pense, d'appartenance. S'il y en a un qu'on peut citer, c'est effectivement celui-là. Il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire que ce n'est pas un facteur d'appartenance religieux au sens strict du terme, puisque participent à ces manifestations des gens qui ne croient pas, mais c'est social, c'est très profondément ancré socialement, et on voit en Espagne ce qui serait impensable en France, le maire et l'équipe municipale défiler en queue de cortège des processions de la Semaine Sainte, par exemple. Ça se fait beaucoup. Donc c'est social, pas religieux, mais c'est lié, on va dire. C'est lié à une tradition religieuse qui s'est ossifiée, en fait. Ouais. J'ai deux questions. L'une, déjà, la première, est-ce que vous êtes, quels sont vos liens avec l'Espagne? Est-ce que vous avez des gens de famille qui sont espagnols, tout ça ou pas? Et ça me permet de poser ma deuxième question. Ah d'accord, non, je n'ai pas de famille en Espagne. J'ai des amis, mais j'ai pas de famille. Ça me paraît très français comme point de vue sur l'Espagne, même si moi je connais pas du tout l'Espagne, mais ça me paraît très français parce qu'au final, je pense que les Espagnols, ils ont juste la gauche qui mérite. Parce que moi, ce qui me rassure sur l'élection, par exemple, on a eu Mélenchon, alors à la fin, il s'est un peu radicalisé sur la gauche, et c'est pour ça qu'on vous parlait de la radicalité de Podemos. Mélenchon, quand il veut être crédible sur sa gauche, il est obligé de parler de nation. Parce que, alors je sais pas si c'est parce que notre histoire du XXe siècle n'est pas la même chose, il y a eu Franco, on a eu De Gaulle, donc on n'a peut-être pas le même rapport à la nation. Mais, c'est certain, il n'y a pas la même culture politique de toute façon. Voilà, mais justement c'est très franco-français parce que est-ce que les Espagnols, ils n'ont peut-être pas le droit eux-mêmes de ne plus vouloir de leur nation? Enfin, parce qu'il y en a quand même beaucoup d'Espagnols qui sont aussi pour le fait, qui sont plus attachés à leur région qu'à leur nation. Donc, et c'est pas quelque chose d'aussi illégitime qu'en France. Alors j'ai jamais dit que c'était illégitime et c'est rarement incompatible. En Espagne, il y a une complémentarité entre ce qu'on appelle la patria chica, la petite patrie, c'est-à-dire très souvent la région d'origine, et la patria grande, la grande patrie, c'est-à-dire l'Espagne. En fait, c'est rarement incompatible parce que dans la plupart des régions, ça fonctionne comme ça, y compris des régions qui ont des identités plus affirmées par rapport au pouvoir madrilène, comme la Galice ou comme l'Andalousie. Alors ça devient incompatible pour des franges qui ne sont pas majoritaires de la population, et je tiens à le souligner, principalement en Catalogne et
plus subrepticement au Pays Basque. Alors, pour répondre à votre question, est-ce qu'on peut dire que finalement, si les Espagnols ne veulent plus de leur pays, ils ont le droit? Oui, bien sûr qu'ils ont le droit. Évidemment, hein, je veux dire, moi, si vous voulez, mon objectif, c'est pas de dire les Espagnols devraient faire ceci ou devraient faire cela. Moi, là, je décris un certain nombre de choses. Moi, je pense que je ne cache pas, je pense que la réalité nationale espagnole existe, en dépit d'une diversité, mais même pas en dépit, avec une diversité. Que ce serait un formidable gâchis que de l'évacuer maintenant. Évidemment, les Espagnols en France, qu'ils en veulent ou ce qu'ils en peuvent. Je pense qu'il y a surtout beaucoup d'Espagnols en fait qui sont tellement abasourdis par ce qui leur est arrivé les dernières années qu'ils ont perdu beaucoup de foi en la politique. Et que donc du coup, il n'y a pas de discours non plus politique national articulé chez eux. Évidemment, ils en feront ce qu'ils en veulent et ce qu'ils en peuvent, advienne que pourra. Mais voilà, moi je ne cache pas le fait que ce serait un formidable gâchis, à la fois pour l'Espagne elle-même, puis pour le reste des pays, parce que voilà, l'Espagne c'est l'identité réelle, qu'il y a des choses à apporter aux autres pays, comme tous les pays du monde d'ailleurs. Parce que j'ai l'impression qu'en France, le régionalisme il est vachement sponsorisé par l'Union Européenne, et qu'il n'y a pas une aspiration populaire pour le régionalisme, tandis qu'en Espagne c'est quelque chose de beaucoup plus naturel quoi, chez eux. Donc, Alors il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le régionalisme du nationalisme. Il y a des sentiments régionaux plus ou moins affirmés, c'est ce que j'ai dit, en Aragon, en Galice, dans les Asturies, en Andalousie, dans les Canaries, qui ont des expressions politiques diverses, mais qui ne sont pas en rupture avec les nations espagnoles. Et puis, il y a un sentiment nationaliste, qui est en fait un régionalisme exacerbé jusqu'à l'extrême, qui, ne nous y trompons pas, est aussi financé par l'Union européenne, et qui est très grassement subventionné par les pouvoirs en place. C'est-à-dire que quand il y a eu les plus importantes manifestations séparatistes à Barcelone dans les dernières années, 2012, 2013, 2014, elles n'auraient jamais pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu des subventions massives de la part de la région, de Barcelone et d'autres municipalités. Et ces subventions, comme l'argent ne pousse pas sur les arbres, il a fallu les trouver où? Et bien en coupant sur la politique sociale. C'est ça aussi, hein, je veux dire. Et en coupant sur la politique sociale, forcément, on entretient un certain mécontentement. Alors qu'est-ce qu'on dit? C'est de la faute du gouvernement central. Le cercle, il est un peu celui-là, hein, finalement. Alors, il y a évidemment, moi je ne le nie pas du tout, il ne s'agit pas de dire que c'est un sentiment, que le sentiment nationaliste en Catalogne est inventé. Non, il n'est pas complètement inventé, il y a effectivement des secteurs de la population catalane qui se reconnaissent en lui. De moins en moins, d'après toutes les enquêtes sociologiques faites et d'après aussi l'assistance aux manifestations qu'on voit aujourd'hui, hein, ça a beaucoup baissé. Et puis, il faut s'intéresser à, sociologiquement, qui sont ces gens-là. C'est aussi les gens, par exemple, des quartiers les plus riches de Barcelone, des villes les plus riches de la côte, en grande partie. Ce qui est intéressant, hein, je veux dire, en termes sociologiques. Par exemple, toutes les communes de ce qu'on appelait, c'est un peu moins vrai maintenant, la ceinture rouge de Barcelone, en fait, c'était beaucoup les communes industrielles ou anciennement industrielles, qui étaient largement dominées par le Parti des socialistes catalans, elles votent très marginalement, et parfois quasiment pas, pour le séparatisme. La grande perversité du système électoral catalan, parce qu'il y a, pour chaque région espagnole, il y a un système électoral, c'est que c'est un système électoral extrêmement peu représentatif, qui favorise la représentation des zones les plus séparatistes. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que les autorités régionales ne veulent pas changer le système électoral régional pour le rendre plus représentatif, parce qu'en fait, c'est leur fonds de commerce. Alors, on va dire qu'en dehors de Podemos et de toute la nébuleuse de partis qu'il traîne un peu dans sa queue comme une comète, je pense que le principal, c'est le Parti communiste des peuples d'Espagne, qui est un parti communiste stalinien, pur et dur. C'est-à-dire que c'est pas le Parti communiste qui est intégré dans Podemos, qui est ce qu'on appelait jadis révisionniste, qui a une vision régionaliste, mais pas séparatiste. En fait, qui a une vision, à mon avis, qui s'inspire plus ou moins de ce qui se faisait dans l'URSS, qui était une fédération, hein, formellement, qui respectait un grand nombre de traditions et de coutumes locales, mais qui par contre avait un pouvoir central extrêmement fort en matière politique et économique. Le problème, c'est que ça pèse quasiment rien. C'est comme le parti pour un renouveau communiste français, je crois, son nom m'échappe, je ne me souviens plus de son nom, peu importe,
vous retrouverez, qui a aussi une audience assez marginale en termes électoraux. Enfin, je ne sais pas quels sont ses derniers scores électoraux, si c'est présenté récemment, mais voilà. Sinon, dans le reste du spectre politique espagnol, il y a un parti marqué à droite qui s'appelle Vox, qui est un parti de constitution assez récente, qui a été fondé par un dissident du Parti populaire qui s'appelle Santiago Abascal, qui est un parti en fait qui critique la politique du Parti populaire à l'égard justement des régionalismes et des séparatistes, qui le trouvent beaucoup trop mou. Parce que, alors soyons honnêtes, pour chercher une tyrannie de la part du gouvernement de Mariano Rajoy, il faut vraiment la chercher bien gratter pour la trouver, quoi, je veux dire. C'est des réponses qui sont très mesurées, très juridiques, bon voilà. Donc ce parti Vox estime que le Parti populaire est trop mou, en fait, pour le dire un peu grossièrement. Et puis je critique aussi la corruption qui règne en son sein. Mais après, c'est un parti de droite un peu radical avec tout ce que ça comporte aussi comme défaut. C'est un parti qui aime beaucoup Donald Trump, qui aime beaucoup Marine Le Pen. Bon, après, on en pense qu'on en veut, hein, je veux dire. Mais c'est un parti qui, à mon avis, n'a très peu de chances de percer en Espagne. Je ne pense pas qu'à court ou moyen terme, peut-être à long terme, mais je ne pense pas qu'à court ou moyen terme, il y aura une droite extrême ou une droite populiste un peu forte en Espagne. Ça n'a pas de réalité sociologique, électorale ou culturelle. Personnellement, je ne le déplore pas forcément, parce que malheureusement, je trouve que non seulement l'extrême droite a souvent été assez peu sociale, mais en plus elle a souvent trahi ce qu'elle prétendait représenter, c'est-à-dire le national. C'est pas du tout mon camp, je m'en cache pas. Mais voilà, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a très peu de chances que ça se produise en Espagne, qu'il y ait des partis aussi importants que ça. Oui. Est-ce qu'il n'y avait pas une petite contradiction à un moment donné, ou alors j'ai pas bien compris, au début on disait qu'il y avait pas mal de groupuscules à tendance nationaliste qui rejoignaient Podemos, oui. Et finalement ils ont une politique antinationaliste. Dans quel sens? Dans le sens de l'explosion de la nation espagnole. Dans le sens Non mais nationalistes, au sens des nationalismes périphériques. Nationalisme catalan, nationalisme des Baléares. On dit nationalisme, mais c'est pas nationalisme. Voilà, alors c'est vrai que ça fait partie de ces mots codés en Espagne. Très souvent, quand vous voyez nationalisme dans la presse, il faut comprendre nationalisme ou catalan ou basque, etc. C'est pas nationalisme espagnol, parce que le nationalisme espagnol est un phénomène très marginal. Nous, on dit plutôt indépendantisme. Oui, alors c'est vrai que là, je me suis laissé entraîner par les termes espagnols, parce que comme j'ai l'habitude d'utiliser ces termes-là, je précise clairement nationaliste au sens indépendantiste. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Et de la même façon que l'autre mot codé en Espagne, c'est souverainiste. Quand on dit le défi souverainiste en Espagne, c'est le défi souverainiste posé par les indépendantistes catalans à la nation espagnole. C'est des espèces de mots codés qui n'ont pas tout à fait le même sens en Espagne qu'en France. Donc oui, soyons très clairs, les partis nationalistes qui rejoignent Podemos, c'est nationaliste au sens nationaliste catalan, basque, etc. C'est ça que ça veut dire, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on va pouvoir s'arrêter là alors. Merci beaucoup. Merci.